Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast InShape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une approche globale de la santé. En effet, aujourd'hui, on est souvent confronté à des solutions extrêmes lorsque l'on se pose des questions concernant la santé au quotidien. L'objectif de ce podcast est de vous donner des pistes qui vous permettront de trouver une voie du milieu et donc de pouvoir choisir la meilleure solution pour vous et non pas une solution généraliste. Dans ce premier épisode de l'année, je vais revenir sur une vidéo d'un de mes professeurs, Paul Chek, qui a fait une vidéo sur la révision de son année en 2022 et il propose 7 domaines d'analyse pour une santé globale. Je vais donc vous proposer 7 podcasts sur les 7 thématiques abordées dans cette vidéo que je mettrai en descriptif pour ceux qui comprennent l'anglais, mais dans lesquels je vais donner des exemples plus pratiques et des solutions, des outils que vous pouvez utiliser au quotidien. Alors, récemment, j'ai eu de nombreuses demandes de coaching de personnes, parfois que j'ai déjà eu, je dirais, en consultation, qui veulent vraiment perdre du poids et qui me disent, voilà, maintenant, ça suffit, il faut vraiment que je perde ces kilos et il faut vraiment que je m'allège. Et je comprends bien, néanmoins, parfois chez ces personnes que j'ai déjà suivies, il y a des solutions, il y a des protocoles qui ont été mis en place il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ne sont pas mis en action. Tout simplement parce qu'il y a encore trop de croyances sur les calories consommées, le mouvement, le sport pratiqué sur la journée. Et donc, on ne veut pas se baser sur... On n'a pas le temps finalement, ou on ne prend pas le temps de se concentrer sur les bases et on veut tout de suite aller perdre ces kilos. La première étape donc dans une prise en main est de se préoccuper des bases. Effectivement, les bases qui nous permettent de nous sentir en sécurité. C'est vraiment un élément très très important dans une approche globale de la santé parce que finalement, c'est ce qui nous permet de survivre. Dans les priorités de la survie, c'est d'être en sécurité, deux, de pouvoir bien se nourrir et trois, de pouvoir justement se reproduire au niveau biologique. Mais dans tous ces cas, la sensation de sécurité est vraiment importante. Alors, nos grands-parents étaient encore à la limite de cette hygiène de vie, de ce rythme de vie qui permettait justement de se sentir en sécurité. Finalement, en 2 générations, on a amélioré le confort du quotidien au détriment d'une qualité de vie et probablement de cette sensation de sécurité parce que on a tellement d'opportunités, de tentations qu'on doit régulièrement freiner ce genre d'envie. Et donc cette sensation de sécurité, elle est vraiment à la base de notre biologie. Elle est importante pour bien digérer, car si on n'est pas dans les bonnes conditions pour digérer, on va avaler des nutriments qui seront mal découpés, qui peuvent créer des inflammations, une hyperperméabilité intestinale. Et donc finalement, même si vous mangez correctement, vous n'allez pas pouvoir avoir les nutriments qui vont vous permettre de bien fonctionner et donc de vous sentir apte à réagir face à l'environnement. On a besoin aussi de se sentir en sécurité pour bien dormir. On a également besoin de se sentir en sécurité pour bien guérir. Ça, ce sont des éléments que l'on peut retrouver justement par rapport à l'analyse de votre biologie. On va y revenir d'ici quelques minutes. Alors, en termes de sécurité, on parle bien sûr de la famille également, se retrouver dans une communauté. On va également parler de la maison dans laquelle on se trouve et de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est probablement cet élément qui est le plus difficile, je dirais, à évaluer, que je soulève justement dans la modélisation optimale de la santé. Quelle est la relation que vous avez avec vous-même, avec votre santé, et est-ce que vous vous sentez capable de relever les défis, les obstacles, pour atteindre cette santé optimale qui est bien sûr personnalisée, qui est bien définie par rapport à vos critères. Donc, on en revient à ce fameux système parasympathique
ventrale. Alors rapidement, hein, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce système nerveux autonome, donc c'est un système nerveux sur lequel vous n'avez que très peu d'accès, il fonctionne de manière autonome, automatique, de lui-même, même si, selon vos comportements, vous pouvez agir et aller plutôt dans l'orthosympathique, hein, qui est l'activation de votre fréquence cardiaque, l'activation de votre température interne. C'est le système nerveux autonome qui est mis en route lorsqu'on est sous stress. Évidemment, vous n'allez pas faire un sprint chaque fois que vous avez un coup de stress, mais votre corps se prépare justement à réagir, à fuir ou à combattre le stress, quel qu'il soit, que ce soit un stress réel ou un stress purement mental. Ça, c'est votre système orthosympathique. Alors, selon la théorie polyvagale du docteur Porges, eh bien, on a ensuite deux systèmes parasympathiques. On a le système parasympathique ventral qui nous permet justement de socialiser, de jouer, de guérir. On est dans une situation d'ouverture. Et le système parasympathique dorsal qui est plutôt le moment où l'on va s'effondrer, le moment où on va faire le mort pour laisser passer finalement le danger. Donc, dans notre réaction aux situations stressantes, et je vous renvoie au webinaire que j'ai offert en début d'année et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube concernant justement la résilience en 2023, je mettrai les références en commentaire, eh bien, vous avez justement deux situations dans lesquelles vous êtes optimal pour réagir au stress, c'est-à-dire la fuite ou le combat, mais ça reste physique. Et puis vous avez cette troisième option, lorsque vous ne pouvez pas fuir, lorsque vous ne pouvez pas vous battre, eh bien vous allez faire le mort, vous allez vous effondrer pour tenter de laisser passer le stress. Mais malheureusement, c'est une situation dans laquelle le corps est très peu optimale et on peut effectivement être régulièrement dans cette situation de freeze, hein, de non-action. Alors, pour pouvoir justement activer ce système nerveux parasympathique ventral, idéalement, il faut être évidemment dans une situation de sécurité, donc il faut être dans un endroit dans lequel vous êtes à l'aise, dans lequel on ne va pas vous déranger. Et je vais vous donner un premier exercice pour faire un petit reset du système nerveux parasympathique, du nerf vague, et de pouvoir justement passer dans ce système ventral. C'est un exercice proposé par Madame Rosenberg. Alors, vous allez simplement vous installer sur le dos. La position sur le dos est une des positions les plus stables et les plus relaxantes pour le système nerveux autonome. Et donc, vous allez vous mettre sur le dos et placer vos mains juste derrière la tête. Imaginez que je suis couché, hop, et vous allez garder la tête bien vers l'avant. Et puis, vous allez simplement tourner les yeux et aller à gauche sans forcer. Vous allez regarder d'ici 30 à 60 secondes le regard vers la gauche, jusqu'au moment où vous allez sentir une adaptation de votre organisme. Alors soit vous allez bâiller, soit vous allez tousser, soit vous allez sentir que vous salivez un peu plus, et donc vous passez dans le système parasympathique ventral. Après 30 à 60 secondes, vous revenez au centre, et après quelques secondes, vous passez de l'autre côté. Et vous allez également rester là 30 à 60 secondes, et aussi attendre un petit signe de votre organisme. Et puis vous relâchez et vous regardez quelques secondes vers l'avant. Donc ça, c'est un exercice qui vous prend moins de 2 minutes et qui est un reset du système parasympathique. Il y a également tous les exercices de relaxation qui peuvent vous faire passer en parasympathique, bien évidemment, lorsque l'atmosphère est en atmosphère optimum. Il y a peut-être un exercice que je peux vous conseiller si vous avez difficile à vous détendre avant de faire l'exercice. Eh bien, c'est simplement l'exercice où vous allez imaginer un endroit de votre histoire, de votre enfance,
dans lequel vous avez de très bons souvenirs. Donc c'est mieux d'avoir un espace, donc une pièce ou une pièce de la maison ou de la maison de votre enfance ou de vos grands-parents, etc. Et vous allez observer un maximum de détails au niveau sensitif, au niveau kinesthésique, au niveau olfactif, au niveau visuel. Et au fur et à mesure que vous faites cet exercice, vous allez également passer en parasympathique. Et avec le temps, eh bien, dès que vous pensez à cet espace, vous allez avoir le corps qui va passer en parasympathique. Et puis, vous pouvez faire l'exercice que je viens de vous proposer. Alors, il y a également, pour pouvoir vous endormir, le niveau d'ocytocine qui doit être optimal. Et là, les jeux de société ont tendance à stimuler la production d'ocytocine, tout comme les câlins qui sont beaucoup plus connus, puisque l'ocytocine est bien souvent décrite comme l'hormone de l'amour. Donc, voici quelques exercices qui vous permettront de passer en parasympathique, surtout le soir, parce que finalement, nous avons deux moments durant lesquels, ou deux occasions durant lesquelles il est essentiel de se sentir en sécurité, d'être en parasympathique pour que tout fonctionne bien, c'est-à-dire que vous puissiez récupérer, voire guérir de manière optimale, c'est avant d'aller dormir et c'est au moment des repas. Parce qu'il faut pouvoir être en dominance parasympathique lorsque l'on veut bien digérer. Donc là aussi, avant un repas, vous pouvez faire l'exercice du reset que je viens de vous expliquer, en moins de 2 minutes. Vous pouvez également, parce que ce n'est pas toujours facile de se mettre en position couchée, faire 5 grandes respirations complètes avec une expiration plus longue que l'inspiration. Donc vous pouvez inspirer en 4 et expirer en 6, 7 ou 8. Vous faites ça 5 fois. Et là aussi, vous allez probablement sentir que vous salivez un peu plus ou que vous allez bâiller. Vous pouvez également le faire en balade. Le fait de marcher vous permettra d'être dans le mouvement. Et rappelez-vous, le mouvement est un élément clé pour la gestion du stress, mais le stress, lorsqu'il est physique, lorsque vous avez une augmentation du cortisol, lorsque vous avez une augmentation de l'adrénaline, c'est plus difficile parce qu'à ce moment-là, c'est qu'il y a un stress imminent, mais lorsqu'il y a un stress qui s'est accumulé, il est important de pouvoir le diffuser. Lorsque vous êtes en phase de guérison, donc lorsque vous avez un objectif de perte de poids, d'adaptation par rapport au diabète ou d'un prédiabète, ou d'une autre problématique qui est déjà un peu plus liée à des symptômes, voire à un diagnostic évidemment, mais là ça sort de mon expertise puisque je ne suis pas médecin, mais lorsque vous êtes dans cette phase de guérison, ça peut être de la grippe, eh bien soyez entouré de manière optimale. La sensation d'être en sécurité avec un contact social est vraiment important. Donc ayez un groupe d'amis ou le moyen de pouvoir discuter avec un ami qui vous est proche, ou un compagnon, une compagne, un mari, votre épouse. Ça peut être la famille, mais la famille, lorsque tout se passe bien, lorsqu'il n'y a pas de non-dit, parce qu'alors à ce moment-là, si dans la famille il y a des petites tensions qui ne sont pas exprimées, eh bien inconsciemment vous ne serez pas non plus en totale sécurité. Parce que selon Carl Jung, cité par Paul Chek justement dans cette vidéo, si vous n'allez pas à l'encontre de votre inconscient à l'intérieur, donc de manière volontaire, consciemment, eh bien vous allez le rencontrer tôt ou tard par l'intermédiaire d'événements de la vie qui vont vous montrer que vous n'êtes pas totalement optimal au niveau de cet équilibre intérieur. Donc il est important de faire cette démarche intérieure, cette démarche de développement personnel, si on veut l'appeler comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette expression a perdu beaucoup de sens parce qu'elle est mise à toutes les sauces, mais en tout cas, d'introspection, de démarche consciente, quel que soit le chemin que vous prenez. Évitez d'attendre le prochain drama pour vous mettre en action, évitez d'attendre la prochaine prise de sang qui serait pas optimale pour vraiment changer vos habitudes. Et si besoin, demandez de l'aide si vous êtes face à des comportements qui vous procrastinent, eh bien demandez de l'aide à un acupuncteur, à un coach, à un médecin, que sais-je, mais quelqu'un qui puisse avoir des clés pour vous mettre dans un cercle vertueux et vous sortir de ce cercle vicieux. Donc,
Lorsque l'on aborde la sécurité, eh bien, on va évidemment aborder la sécurité financière. Est-ce que vous vous imposez des limites? Est-ce que vous êtes libre financièrement? Comment vous pourriez vous mettre en meilleures conditions financières pour que ce ne soit plus une source de stress? Êtes-vous en sécurité au niveau familial ou limitez-vous justement à la famille directe? Comment pourriez-vous améliorer votre communauté, avoir des gens, rencontrer de nouvelles personnes? Si c'est optimal en ce moment, parce qu'évidemment, si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, ce sera difficile de faire la démarche pour aller agrandir votre communauté. Et donc, n'hésitez pas à faire appel peut-être à des amis de longue date avec qui vous vous sentez bien, même s'ils sont loin. Et enfin, êtes-vous en sécurité avec vous-même? C'est une question, donc je le disais, essentielle dans ma modélisation de la santé. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de vous voir dans le futur avec cette meilleure santé, cette meilleure vibration, avec cette énergie débordante? C'est une grosse question hein, que nous abordons lors des coachings. Donc cette sécurité, c'est vraiment notre fondation. Sans la sécurité, on ne va nulle part et on va répéter les choses. On sera dans ce mode de survie et on peut à ce moment-là diminuer et déséquilibrer tous les autres étages parce que Paul Chek parle de 7 domaines dans lesquels on peut avoir une action consciente pour cette santé optimale, cette santé globale. Et cette première étape, premier niveau va avoir un impact sur les 6 autres niveaux. Ça peut avoir un impact sur votre libido, sur votre digestion, sur votre communication, votre confiance en vous, votre créativité, vos relations, etc. Donc la première chose, c'est d'en prendre conscience et de définir les domaines dans lesquels vous ne vous sentez pas optimal, dans lesquels vous ne vous sentez pas libre, dans lesquels il y a des limitations, des frustrations. Et par exemple, hein, si vous êtes investi dans une association et que vous ne vous sentez pas totalement libre, comment pouvez-vous diminuer ces limitations? Et est-ce qu'il n'est pas temps justement à ce moment-là de trouver le bon moment pour vous libérer de ces contraintes? Alors évidemment, nous avons tous et toutes des contraintes au quotidien, mais ces contraintes, il faut pouvoir les prendre et les analyser consciemment pour savoir si c'est plutôt quelque chose qui vous permettra de grandir, parce que certaines contraintes peuvent nous permettre de grandir, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous limite? Donc il est important au quotidien de prendre du temps pour soi, de se poser ces questions pour savoir si progressivement, eh bien, cela change. Est-ce que au quotidien, vous prenez le temps de vous poser ces questions? Est-ce qu'au quotidien, vous prenez le temps de stimuler votre nerf vague? Et j'ai donné quelques exemples, mais j'en donnerai d'autres parce que le chant, par exemple, est un très bon moyen de stimuler votre nerf vague. La douche froide est évidemment un excellent moyen de stimuler votre nerf vague, mais il y en a d'autres. Travailler son rythme circadien est vraiment élémentaire. Le rythme circadien, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est défini par votre génétique et ça permet d'être justement en sécurité parce que à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes en cohérence avec votre environnement. Il n'y a vraiment que l'être humain qui arrive à se limiter au niveau des heures de sommeil et de se forcer à rester éveillé. Donc, les heures de repas et les heures de sommeil devraient être stables et rythmées, identiques tous les jours, dans une fourchette d'une demi-heure, voire une heure grand maximum. Donc, l'heure du lever, les heures de repas et l'heure du coucher, vous devez, cette année-ci, les établir. Et est-ce que vous pouvez être en dominance justement parasympathique dans ces moments essentiels? Le matin lorsque vous levez, aux heures des repas et le soir lorsque vous allez dormir. Si ce n'est pas suffisant, si malgré vos efforts, eh bien, vous ne sentez pas une différence, c'est probablement lié à un trauma inconscient. Ça sort de mon expertise, mais donc c'est intéressant d'aller voir, de lire d'abord le lien entre les traumas inconscients et la biologie, et de trouver une personne qui puisse vous aider dans cette thématique. Par exemple, le MDR est un bon outil, mais pour cela, il faut trouver une personne suffisamment compétente pour utiliser le MDR dans un cas où finalement le trauma n'est pas quelque chose pour lequel vous avez de réels souvenirs. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert ces 2 dernières années sur base de mes recherches, c'est qu'il y a évidemment les enfants qui ont vécu de vrais traumas physiques ou psychologiques et qui sont à ce moment-là suivis et qui ont de grosses difficultés au niveau social, au niveau de leur gestion au quotidien. Et puis il y a tous les traumas inconscients
que vous ou que la personne a réussi à dompter, à, à gérer au fur et à mesure de sa croissance, mais qui l'a coincé dans un système de survie. Et aujourd'hui, ça peut se matérialiser par un moins bon sommeil, par une mauvaise digestion, par des problèmes chroniques qui, malgré le changement de l'hygiène de vie, eh bien, n'arrivent pas à se résoudre. Donc là, on est vraiment sur cette thématique de la sécurité. Inconsciemment, il y a quelque chose qui se répète. Le cerveau ne sait pas que le danger inconscient qui a été vécu par l'enfant généralement avant 7 ans n'existe plus. Il a probablement donné, développé des qualités chez la personne, mais il est probablement temps aujourd'hui, il faut éliminer les conséquences négatives, et je pense surtout à tout ce qui est système digestif et système nerveux autonome. Alors évidemment, vous connaissez l'adage des anciennes générations, oh mais tu n'en es pas mort, tu vois bien, tu es en bonne santé. Ben là, c'est diminuer justement l'impact de ce genre de trauma qui peuvent vraiment changer la vie du quotidien parce qu'on reste finalement dans un processus de survie qui devient la norme. Voir chez certaines personnes, que tout va bien, eh bien la personne se sent mal parce que finalement le corps se dit mais si tout va bien, ça ne va pas parce qu'il y a quand même bien quelque chose qui va me tomber sur le coin de la figure et donc je dois rester sur le mégarde. Mais on a besoin de ces moments de guérison, de ces moments où tout va bien, on se sent en parfaite sécurité. Parce que cette notion de survie, elle est vraiment dans notre ADN. C'est ce qui nous a permis de traverser les générations. Je pense avoir lu récemment dans un ouvrage qu'on était à 666 générations depuis le changement entre le paléolithique et le néolithique, là où on a énormément changé nos habitudes alimentaires et qui serait déjà le début d'une certaine dégénération, mais c'est surtout dans nos 6 dernières générations, 19e siècle, où nous avons commencé à industrialiser énormément notre environnement, avec plus de confort, certes, mais avec aussi les effets secondaires qui aujourd'hui sont mesurés par l'augmentation dans toutes les cultures, toutes les sociétés industrielles et modernes, par l'augmentation des maladies chroniques. Les maladies chroniques, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce qu'on devient vieux que l'on doit souffrir et que l'on doit mourir de maladies cardiaques ou de cancer. Aujourd'hui, les chiffres sont assez effrayants. Non, on peut revenir en arrière sans devoir revenir à l'âge de la pierre pour pouvoir avoir cette sensation de sécurité et une bien meilleure maîtrise de notre santé. Et si je reviens d'ailleurs sur justement cette notion de stress qui est importante, il y a bien évidemment le stress positif, le stress hormétique sur lequel je reviens de longues minutes dans le webinaire que je vous ai offert en début d'année. Et puis il y a le stress positif. Si je prends un muscle, en absence de stress, eh bien, on perd de la masse musculaire. Quand le stress est négatif, on risque la blessure. Quand le stress est positif, on maintient ou on améliore la performance musculaire. Et puis quand le stress est hormétique, on passe à un niveau et il faut alors à ce moment-là avoir les ressources. C'est la fameuse citation de Nietzsche qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais ce qu'on oublie, c'est que chez Nietzsche, tout le monde n'était pas capable d'être suffisamment résilient pour passer au-delà d'un événement traumatisant comme on peut effectivement le vivre. Donc là, il faut vraiment faire la différence entre le stress hormétique qui nous permet de nous rendre plus forts et le stress traumatique qui nous diminue et qui peut nous emmener vers un système de survie, je dirais, en automatique. Vous aurez beaucoup plus de détails par rapport à ces thématiques si vous revenez sur le webinaire que je vous ai proposé et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et c'est là qu'on peut, je dirais, enrayer ces statistiques au niveau des maladies chroniques qui finalement peuvent être résumées en un trauma, quel qu'il soit, conscient ou inconscient, qui sera finalement, je dirais, amoindri
ou augmenté plutôt. Donc le corps est amoindri par le trauma et le trauma va être accéléré. Les effets du trauma vont être accélérés par les 7 sources de stress que nous pouvons vivre au quotidien. Et je les répète une fois de plus, hein, le stress physique, le stress biochimique, chimique, électromagnétique, thermique, émotionnel ou mental. Et donc, revenons un peu à l'exemple que je vous ai donné en début de ce podcast avec ces coachés qui sont revenus vers moi ou qui ont fait appel à moi en ce début d'année pour enfin perdre du poids alors que les bases ne sont pas remplies. C'est tout simplement parce qu'il y a cette urgence, ce ras-le-bol qui est tout à fait légitime, mais si on ne se base pas sur les éléments de base, hein, je me répète, mais c'est parce que c'est vraiment important, les fondements, le système circadien et cette sensation de sécurité, parce qu'à ce moment-là, si on est en insécurité et que l'on veut perdre du poids, ça va faire un effet boule de neige, on va avoir une réaction du corps qui est inflammatoire, et cette inflammation va créer justement une résistance à la perte de poids, une accumulation de poids, surtout au niveau du ventre, tout simplement pour maintenir des calories prêtes en cas de stress, en cas où vous devriez courir pour vous mettre en sécurité. Eh bien, vous aurez à ce moment-là des réserves de calories directement disponibles par le système digestif. Donc, pour sortir de ça, il faut retrouver une sensation de sécurité. Il faut diminuer l'inflammation, hein, l'inflammation étant un stress biochimique, pour pouvoir diminuer justement la graisse au niveau du ventre et avoir un effet bénéfique sur l'estime de soi et la confiance en soi. C'est donc sortir de ce cercle vicieux et c'est pour cela que je vous propose à nouveau de télécharger sur mon site internet la modélisation de votre santé optimale qui va vous aider justement à trouver les pistes et qui va vous permettre justement de voir où sont vos points faibles pour 2023 et de pouvoir prendre votre santé au niveau global. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de me contacter pour remplir correctement cette modélisation. C'est une séance de coaching de 90 minutes et c'est assez intéressant pour préparer justement et organiser votre programme de remise en forme. Alors, en résumé, si vous êtes coach, évaluez en premier lieu la charge de stress de vos coachés avant de les entraîner, voire de les affamer. Bon, je vous déconseille de les affamer parce que ça ne marchera que sur un petit laps de temps, mais évaluez cette charge de stress pour savoir où se trouve votre coaché et comment vous allez justement diminuer cette charge de stress pour que le corps puisse éliminer les les kilos superflus. Ensuite, n'oubliez pas de créer un programme de renforcement du nerf vague. On pense au programme cardiovasculaire, on pense au programme musculaire et on oublie cette récupération active, on oublie ce renforcement du nerf vague. Là aussi, c'est important de pouvoir donner ces outils à vos coachés. Et puis, suivez les progressions. Parce que si les progressions ne se font pas, c'est peut-être le moment de faire appel à un expert au niveau de la santé émotionnelle. Pour les autres, si vous n'êtes pas coach, eh bien, prenez conscience de votre niveau de stress, votre niveau de fatigue aujourd'hui. Stimulez votre nerf vague au quotidien. Et si vous n'arrivez pas à avoir des résultats malgré vos changements alimentaires au niveau de votre activité physique et de la stimulation de votre nerf vague, il est probablement temps de faire appel à un expert. Alors, j'espère que une fois de plus, ce podcast vous aura permis d'avoir des outils concrets pour prendre votre santé de manière globale. Cet épisode est à nouveau sponsorisé par Embrator, qui est une jeune société canadienne qui propose des t-shirts éco-responsables, écologiques à base de fibres de bambou. Donc si vous êtes intéressé par ce type de t-shirt et de survêtements pour le sport, parce qu'ils sont aussi anti-allergiques, hein, si vous avez une sensibilité aux matériaux, eh bien c'est la solution pour diminuer à ce moment-là le stress chimique. Je termine donc ici ce nouvel épisode, ce premier épisode de l'année 2023. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dans le prochain épisode, pour le deuxième niveau proposé par Paul Chek au niveau de votre santé globale. Et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous.